Bonjour à tous et bon début de semaine. Les indépendants sont incontestablement les grands gagnants des élections professionnelles 2021. Les résultats définitifs présentés vendredi dernier par le ministre de l'Emploi confirment la tendance. Une avancée remarquable des délégués non affiliés et un recul net de l'UNMT, le bras syndical du PJD. Ce lundi, on décode les résultats de ces premières élections de cette année électorale. Nos décodeurs ce matin avec nous au studio. Mohamed Douib, bonjour. Bonjour Aja. Ça va? Très bien. Vous êtes expert en médias, président du think tank Digital Act. Avec nous également au studio Hamza Anaou, bonjour. Bonjour Hajar. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Alors pour commencer, tout d'abord, je le disais dans la présentation, les résultats définitifs ont été présentés vendredi dernier à Rabat. Hamza Anaou, une première lecture de ces résultats. Et donc après les élections des représentants syndicaux ou bien des représentants professionnels, on remarque une chute du bras syndical du PJD, mais aussi il y a le syndicat du Parti de l'Istiqlal qui a le bras syndical du Parti de l'Istiqlal qui a réalisé une énorme avancée en doublant ses représentants en matière de délégués de personnel. Et l'UGTM bien sûr. Et il y a aussi l'UMT qui grâce au secteur public, grâce aux élections au sein du secteur public, qui a pu avoir la première place comme étant la centrale syndicale la plus représentée. Mais il faut aussi, on remarque cette percée des indépendants qui ont réalisé un score de 51%. Et donc aujourd'hui, le paysage syndical marocain, on est en train de connaître une rupture avec le passé, avec ces représentants syndicaux qui sont des indépendants et qui percent à nouveau. Mais je pense que les partis politiques doivent aussi faire un effort en matière de recrutement de ces représentants syndicaux pour qu'on puisse avoir une concordance entre ce qui est politique et ce qui est syndical. Sachant que les droits des travailleurs ont été tout le temps pris en charge par les partis de gauche, parce que c'est une idéologie de gauche. Et donc aujourd'hui, on voit la percée des indépendants qui est très considérable et qui sera un facteur déterminant des prochaines élections. Mohamed Douib, une première lecture de ces résultats. Une claque pour les syndicats, je pense, même si l'UMT, c'est vrai qu'il a maintenu un petit peu ses scores et ce nombre de ses délégués, je pense qu'il est resté quasi le même. Après, comme disait notre ami, ce phénomène du GTM qui a pu quand même quasiment, je crois, si mes chiffres sont bons, il a dû quasiment doubler ses délégués, je crois. Ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, est-ce que c'est dû à la communication Istiqlal, c'est dû un peu à ce qui se passe au Istiqlal, je ne sais pas. Mais après... quand vous voyez que les non-affiliés arrivent quand même à non pas maintenir leur score, mais quand même le faire augmenter, là je pense que pour les syndicats, qui dit syndicat dit aussi parti politique, on peut commencer à s'aventurer à dire que ce parti, cette majorité silencieuse commence un petit peu à s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et peut-être ces élections-là sont quand même un laboratoire de cette majorité silencieuse. Et donc je pense que là on commence à avoir un peu quelques éléments de réflexion et qui pour moi un message clair aux syndicats. Après bien sûr tout le monde se frotte les mains, ce parti du PJD, ce syndicat du PJD qui était 5e et qui devient 6e et qui risque de ne pas même être représenté. Il ne le sera pas parce qu'il n'a pas atteint le seuil de 6%. Voilà, donc le dialogue social, exactement. Donc il ne sera pas dans le dialogue social. Pour les 6 prochaines années. Voilà, tous les partis se frottent les mains, donc voilà un de moins, et c'est pas n'importe lequel. Et du coup, donc franchement, là pour moi c'est quand même une claque aussi pour le PJD, parce que ne pas être dans les
discussions, négociations sur, vous savez, sur un sujet comme qui est important, qui motive et qui draine un petit peu l'électorat, c'est quand même un gros gâchis pour le PJD. Donc du coup, cette majorité silencieuse s'exprime de manière très totale, et on va. Une majorité silencieuse. Pour moi, c'est une majorité silencieuse. C'est-à-dire, bon, pour mettre ça dans l'échiquier politique classique, cette majorité qui ne vote pas aux élections, et Dieu sait qu'aujourd'hui toute l'attention est portée sur sur ce taux de participation dans les législatives. Donc je pense, pour moi je le dis comme ça, je dis que les non affiliés, si ne font pas confiance aux syndicats, c'est que c'est un vivier aussi électoral qui s'exprime et qui a l'occasion de s'exprimer d'une manière aussi franche, et du coup je pense que ces élections, je pense qu'ils vont avoir un impact sur les prochaines élections. Je pense qu'il y aura quelques impacts. Ils vont pas déterminer le vote, mais là il y a des lignes qui bougent, il y a des choses qui sont en train de se manifester, et maintenant peut-être on va en reparler, et ça c'est une forme d'injustice peut-être à corriger le plus vite possible. Les non-affiliés sont les premiers, mais ils ne sont pas malheureusement assez représentés au niveau de la Chambre des conseillers. Vous imaginez qu'un électeur non affilié face à un élu syndical, ils n'ont pas les mêmes conditions pour pouvoir briguer un mandat. Et là, pour moi, quand vous prenez le règlement de la Chambre des conseillers, là, vous savez qu'on a besoin, qu'un élu non affilié a besoin quasiment de 500 signatures de son collège électoral pour pouvoir briguer un mandat, alors qu'un concurrent qui est un élu je dirais d'un syndicat, il n'a besoin que d'une caution de son syndicat pour pouvoir briguer ce mandat. On reviendra à ce point justement, mais ça pose la question justement, quel est l'enjeu de ces élections, Hamza Anaou? Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on a des signaux. Parce que ces élections ne peuvent pas donner une image claire sur les prochaines législatives. Bientôt, on aura les élections des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et les élections concernant les représentants des services, du secteur des services. Et donc, ces élections sont portées par les partis politiques. Aujourd'hui... Mais en attendant, ces élections-là professionnelles, c'est quoi l'enjeu? C'est des signaux, c'est un ensemble de signaux qui sont donnés au gouvernement aujourd'hui en termes de la réforme de l'administration publique, parce que le syndicat du PJD a eu un recul au niveau des administrations publiques, et il a été classé, je pense, 4e au niveau des administrations publiques. Aujourd'hui, il y a une forte mobilisation du secteur privé qui a réalisé une hausse de taux de participation au niveau des élections professionnelles. Le secteur privé, aujourd'hui, il connaît soi-disant il y a une culture syndicale qui est en train de se propager dans le secteur privé, et c'est bien pour le secteur privé. Mais aussi, aujourd'hui, on peut lire ces élections comme étant un signal clair au PJD, que s'ils n'ont pas le courage de porter des politiques publiques courageuses lors de leur programme, bien dans leurs programmes électoraux, et ils vont échouer dans les prochaines législatives. Mohamed Diop, sans parler des prochaines élections, on va revenir. La question se pose justement. On va y revenir tout à l'heure, parce que c'est vraiment important à analyser, à décoder. Mais avant d'arriver aux prochaines élections, Mohamed Diop, déjà, quel est l'enjeu de ces élections-là? Parce que là, Hamza Anaou nous dit c'est un signal pour les élections législatives, mais ces élections-là aussi, on a des représentants qui sont nommés. On l'a dit la semaine dernière, en fait, ce sont des élections peu connues, peu médiatisées. Et vous imaginez même les syndicats, il n'y a pas, vous l'avez remarqué, les syndicats ne font pas des campagnes. Oui, ils font des campagnes bien évidemment, mais en tout cas, on n'a pas si vous voulez, une matière pour pouvoir
leur juger de leur communication par rapport à au vivier électoral. Mais l'enjeu, il est clair, on parle quand même de 48 sièges, ce qui n'est pas rien, donc c'est quand même important. C'est un lieu d'influence où les 48 sièges à la Chambre des conseillers. Oui, bien sûr. Voilà, 48 sièges au niveau de la Chambre des conseillers, ce qui est quand même pas rien. Et du coup, c'est là où les tractations se font au niveau même en termes d'influence sur les politiques publiques, sur les politiques professionnelles. Donc vraiment, c'est un enjeu, mais qui n'est pas connu du grand public. Et du coup, les syndicats, pourquoi les syndicats accordent tellement d'intérêt? Parce qu'ils peuvent placer leurs hommes, parce que les partis politiques peuvent placer leurs hommes, à travers bien sûr les syndicats. Ce n'est pas évident qu'un élu puisse avoir la caution pour être représenté. Et du coup, donc, c'est un vrai enjeu démocratique d'abord, en termes de taux de participation. Et là, j'apprends aussi le taux de participation au niveau du privé a augmenté. C'est une bonne nouvelle. Et puis aussi, quand on voit un petit peu si vous voulez, je dirais pas la chute, mais la régression, parce que quand même, quand on est dans 5e position, on est dans le 6e, bon, il n'y a pas cette régression de PJD qui aussi peut être justifiée parce que quand on est au pouvoir pendant 2 mandats et il y a l'usure du pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui doit c'est pas aussi choquant. Maintenant, est-ce que, pour moi, tout l'intérêt de savoir comment ce syndicat va réagir après ces résultats et comment le parti va prendre en charge cet indicateur-là. Ce sont des éléments vraiment à suivre de près. Donc un vrai enjeu en termes aussi de construction des politiques publiques. Quand on parle des secteurs comme l'agriculture, quand on parle des secteurs comme l'artisanat, c'est au niveau de la Chambre où il y a des choses qui se décident et c'est là où ces élus interviennent. Donc un véritable enjeu en termes de construction des politiques publiques. Dans les décodeurs ce matin, on décode les résultats des élections professionnelles, des résultats présentés vendredi dernier par notre ministre de l'Emploi, Mohamed Amkaraz. Donc juste avant le bulletin d'information, Hamza Hanao, je vous demandais comment expliquer cette percée des indépendants et est-ce que ça signifie un manque de confiance dans nos syndicats et éventuellement nos partis politiques, puisque nos syndicats sont affiliés à des partis politiques majoritairement. Oui, c'est réel. Il y a cette question de confiance. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le citoyen marocain n'a plus confiance dans la majorité des partis politiques qui composent le paysage politique national. Mais aussi, il faut dire que les partis politiques, ils ont besoin de faire un travail de refonte, ou bien un assainissement carrément au niveau de leur structure pour pouvoir attirer les jeunes, pour pouvoir attirer les travailleurs et pour pouvoir attirer de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, il faut que même la culture des élections soit une culture normalisée au Maroc, parce qu'aujourd'hui, on parle des élections qu'à l'approche des élections. L'électeur, il ne vient chez les citoyens qu'à l'approche des élections. Et pendant tout son mandat, on ne le voit pas. Et donc, l'élu plutôt. Et donc aujourd'hui, les partis politiques doivent faire un effort au niveau de leur structure, et même les syndicats aussi doivent faire un effort d'aller vers les travailleurs, d'aller chez les entreprises pour pouvoir recruter des personnes et pour pouvoir mener des élections d'ici 6 ans. On a l'impression que les syndicats, tout se passe en interne. Oui, tout se passe en interne, mais il faut aussi parler qu'au niveau des syndicats, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a aussi des budgets au niveau des syndicats des régies qui sont gérés par les représentants syndicaux. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, mais il y a aussi des enjeux financiers dans ces élections-là. Vous parlez des sièges au Parlement ? Non, avant les sièges au Parlement, il y a des syndicats qui disposent de budgets
Et donc ce budget, il est généralement géré par l'équipe qui gagne aux élections. Et des fois, il s'agit de budgets colossaux. Et donc, il faut poser la question sur la formation de ces représentants syndicaux, s'ils sont aujourd'hui formés dans la gouvernance, dans la gestion, et aussi dans la gestion financière, surtout de leurs actifs. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, les citoyens n'ont plus confiance dans les syndicats. Maintenant, les indépendants qui ont quand même, qui arrivent en première position, largement loin de tous les autres syndicats, avec 52% des voix à peu près, finalement, ils ont des difficultés, Mohamed Djib, pour être représentés finalement. Non, quasiment, il faut le dire, quasiment aucune chance peut-être de briguer un mandat au niveau de la Chambre des conseillers, parce que ils n'ont pas les mêmes, je dirais les mêmes, en fait, ils sont à un jeu, une compétition qui est inégale. Un élu qui a gagné en étant syndiqué a plus de chances. Il a besoin juste d'une caution de son syndicat. C'est-à-dire, et c'est là encore, c'est un enjeu autre, c'est là où il y a la compétition qui est très, très, très importante, alors qu'un non affilié a besoin de réunir 500 signatures au niveau de la région, du collège électoral de sa région. Bonne chance pour réunir 500 signatures. Et donc, du coup, c'est inégal. Et je trouve que là, il y a vraiment une forme d'injustice à vraiment corriger. Et c'est là où l'enjeu démocratique n'est pas... c'est là où la démocratie ne se manifeste pas d'une manière la plus expressive possible au niveau de cette Chambre. Donc, comment ça se fait qu'on a des indépendants qui sont les premiers, mais dont leur représentation n'est pas aussi significative? Et c'est là où vous avez quand même cette force, bien sûr, ce lobbying des syndicats qui est énorme. Et donc, du coup, on va être la question sur la gouvernance, bien sûr. Je pense est-ce qu'il y a des rapports de la Cour des comptes sur la gestion financière sur les syndicats? Ça, c'est une grande question. Autant on a des éléments aujourd'hui sur les partis politiques, les syndicats. Après, si on force un petit peu, si on va plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je pose la question, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de syndicats? Après, autant de mon point de vue, on a besoin de syndicalisme, mais est-ce qu'on a besoin de ce catégorie? Est-ce que ceux qui nous représentent, par exemple, lors du dialogue social, justement, il y a la CGM qui représente les entreprises, le gouvernement, et puis les syndicats qui représentent mais les syndicats tels qu'ils sont structurés, comment leur affiliation avec les partis politiques, est-ce qu'on a besoin peut-être de syndicats plus autonome, plus libre, peut-être on aurait avancé sur plein de sujets. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui le syndicalisme au Maroc a évolué avec le temps ou pas? Moi, j'ai pas l'impression. Quand on voit un petit peu les idéologies, les idées, on n'a pas évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce qui arrive aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement, quelle place a le syndicat dans ce nouveau développement? Est-ce que les syndicats se sont exprimés sur ce nouveau modèle? Pas encore, à ma connaissance. Donc, même s'ils étaient auditionnés et ils ont participé d'une manière... Donc, vous voyez, moi, c'est la question quand on voit que les affiliés sont aujourd'hui les premiers, je me pose la question sur les non-affiliés, et je me pose la question sur la place aujourd'hui des syndicats vis-à-vis de ces salariés, vis-à-vis des fonctionnaires. Que représente-t-il? Et ça, c'est une grande question. Et là, on a une réponse, une première réponse. Ça, c'est un scrutin. On a des chiffres, et les chiffres sont têtus. Maintenant, peut-être qu'il faut lire tout ça et suivre un petit peu les prochaines élections pour pouvoir savoir est-ce qu'il y aura un impact ou pas. Hamza Hanna, quel est le rôle, justement, aujourd'hui des syndicats au Maroc? Est-ce qu'ils sont forts lors du dialogue social, notamment? Moi, je pense que les syndicats, oui, ils doivent être forts au dialogue social. Mais est-ce qu'ils sont forts aujourd'hui? Moi, en tous les cas, je ne participe pas au dialogue social pour dire ça. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut d'abord revoir les gens placés à la tête des syndicats. Quand on trouve des centrales syndicales où on trouve à leur tête des retraités, là, on se pose la question. Alors, donc, moi je pense qu'aujourd'hui les syndicats, ils sont représentés au dialogue social, ils doivent parler au nom des travailleurs, ils sont représentés aussi au Conseil économique, social et environnemental, et ils doivent défendre les employés et les travailleurs dans ces conseils. Ils sont représentés à la Chambre
des conseillers et ils doivent avoir leur voix. Mais qui sont ces personnes? Comment sont-ils arrivés là? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une refonte des partis politiques, mais aussi des syndicats au Maroc. En attendant une révision peut-être des lois électorales pour justement que les non-affiliés puissent... je pense là, ça peut être une avancée démocratique importante parce que, si on autorise aujourd'hui aux non-affiliés de se présenter pour ces élections-là, autant, je pense qu'au moins le jeu doit être égal, au moins les conditions doivent être quasiment les mêmes. Je sais que quand on est affilié à un syndicat, ce n'est pas la même chose quand on est non affilié, mais au moins qu'on puisse que le terrain, qu'on joue à armes égales. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, et donc c'est très problématique pour voir des non affiliés briguer des mandats, et je trouve ça vraiment assez désolant. Et d'autant plus que les syndicats au Maroc sont majoritairement affiliés à des partis politiques, et du coup dans la deuxième chambre on retrouve en fait les partis politiques aussi. Quasiment. D'où l'enjeu de ces élections là, parce que c'est au niveau de cette chambre où les partis aussi exercent une autre forme de pression sur certaines politiques, et vous savez, dans pas mal de projets de loi, on a vu comment parfois dans la chambre des conseillers, au lieu d'être juste peut bloquer certains projets de loi. On l'a vu dans pas mal de projets parce que au niveau de cette chambre, peut-être il y a des partis qui exercent d'une manière détournée la pression sur un gouvernement sur pas mal de sujets. Donc ce n'est pas juste, c'est un véritable enjeu en termes de construction des politiques publiques sur plein de sujets. Et du coup, ces élections nous donnent vraiment un avant-goût, mais aussi ils nous donnent peut-être ce qu'il faudrait faire. On dit il faut donner les éléments de confiance aux citoyens pour participer aux jeux politiques, pour participer aux élections. Je pense que parmi les petites choses qu'on peut aussi, c'est de dire qu'un non-affilié aussi a la chance peut-être de briguer un mandat en restant indépendant. Ça, c'est de la démocratie. Je pense que là, il y a vraiment de quoi faire. Et malheureusement, on ne retrouve pas dans des rapports, quand on parle de la démocratie, développement démocratique au Maroc, on ne parle pas de ce genre de sujet précis. C'est participatif. Voilà, participatif, voilà, exactement. Et voilà, donc voilà, c'est clair. Et là, franchement, c'est pour ces indépendants, je trouve que c'est assez désolant de ne pas, quand on arrive à convaincre un électorat et ne pas peut-être arriver jusqu'au bout de la démarche, c'est une frustration quand même qui reste à corriger. C'est un point très important à soulever. Alors, ces élections, je reprends vos termes, c'est un aperçu, un avant-goût des prochaines législatives. Hamza Hanna, comment vous analyserez ce recul de l'UNMT, le bras syndical du PJD, en sachant qu'aujourd'hui, l'UNMT, avec 5,6% des voix lors de ces élections, n'a pas atteint le seuil requis, à savoir 6%, pour participer au dialogue social durant les 6 prochaines années. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un vote sanction? Je ne pense pas qu'il s'agit de sanctions, parce qu'il faut rappeler que dans ces élections, il y a la participation que des gens qui travaillent dans le secteur public et privé, qui sont officiellement dans le secteur public et privé. Il faut rappeler ce secteur informel qui existe aujourd'hui. Ces gens qui travaillent dans le secteur informel et qui ne votent pas. On n'a pas ces chiffres, justement. On ne sait pas combien de personnes ont voté. Le taux de participation, malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là. Si on veut faire une lecture politique de ces résultats, c'est vrai que l'UNMT n'a pas eu les 6% qu'il fallait pour être représenté au dialogue social et au CESE. Mais aujourd'hui, il y a la percée de l'UGTM, il y a aussi cette percée des indépendants, il y a aussi la CDT qui était historiquement affiliée à l'USFP et la FDT. Et donc, il y a aussi l'ODT qui est affiliée au PAM, qui a eu 1,18% des voix. Et donc, il y a des partis qui n'ont pas de bras syndical, comme le RNI. Moi, je pense que c'est le parti des patrons. Et donc, aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Oui, parce que il y a eu des RNistes dans le patronat, il faut le rappeler aussi. Et donc aujourd'hui, vous parlez de la percée de l'UGTM, affiliée justement à l'Istiqlal par exemple, mais moi je parle uniquement du cas de l'UNMT. Vous en pensez quoi, Mohamed? Oui, l'UNMT, oui. Tout le monde se focalisait parce qu'on se disait
tout le monde attendait cette régression parce que il y a une frustration, il y a une insatisfaction par rapport quasi générale. Enfin, quand je dis quasi générale, c'est-à-dire quand on lit les médias, on adopte un petit peu le même discours en disant voilà, ce syndicat, le fait qu'il a régressé, ça annonce une chute du PJD dans les prochaines élections. Justement, non, on ne sait rien. On sait absolument. Ça peut être aussi un levier de motivation. Exactement. Attention, peut-être cette perte-là peut se transformer en vrai levier de motivation pour un parti qui commence un petit peu à ronronner. Pour mobiliser les rangs. Pour mobiliser les rangs. On sait un petit peu le vivier électoral du PJD et qui profite beaucoup un peu de ce taux de participation assez bas au Maroc. Donc du coup, est-ce qu'on va arriver à faire monter un petit peu ce taux de participation? Alors il faut vraiment des campagnes pour pouvoir le faire. Et du coup, oui, grand perdant, on peut le dire de manière claire aujourd'hui. Et le fait qu'il ne soit pas dans la table des négociations lors des 6 prochaines années, c'est quand même lourd à porter. Je pense que c'est-à-dire il y aura 2 gouvernements où... oui, bien sûr. Donc, politiquement, ça va. C'est-à-dire qu'au niveau même de de l'état-major du syndicat, ou même l'état-major du parti, c'est un véritable coup de semonce. Et je pense que ça va bousculer pas mal de choses. Donc, à suivre un petit peu comment le PJD va... J'ai lu quelques échos en disant le fait qu'on a pu ne pas avoir en tout cas gardé notre place, c'est parce qu'on a eu pas mal de complications, ce discours de victimisation souvent du PJD, on n'a pas eu les mêmes conditions, on a été un petit peu maltraité dans certaines... tout ça, peut-être c'est des mauvais perdants, mais aujourd'hui, s'il y a peut-être des réclamations, il faudra qu'on les lise, c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont, qui n'ont pas été dans le respect des procédures, peut-être qu'on devra les savoir. Si le PJD a été maltraité, ou ce syndicat a été maltraité, il faudra qu'on le sache. Mais maintenant, on n'a pas des choses écrites, on n'a pas des procédures, on n'a pas des réclamations, formelles sur peut-être une certaine... c'est-à-dire qu'on a fait compliquer un petit peu la tâche aux syndicats lors de ces élections. Les représentants syndicaux ne se sont toujours pas prononcés. Voilà, justement. Donc du coup, il faut peut-être attendre ces réactions ou peut-être des réclamations et voir dans doléances. Il faudra les lire et voir et peut-être. Mais je pense que là, je pense pas qu'il faut attendre à des réactions très fortes. Je pense que là, ces résultats sont conformes un petit peu de ce qui a été passé de manière très, très franche. Hamza Anaou, c'est un revers pour le PJD, mais ça n'annonce pas la couleur pour les prochaines élections. Non, ça n'annonce pas la couleur pour les prochaines élections, uniquement car les prochaines élections sont portées par des partis qui ont des idéologies et non pas des syndicats qui ont un seul enjeu, c'est défendre des couches sociales bien définies. Et donc moi je pense que les prochaines élections seront des élections inédites où il y aura carrément un combat politique entre des partis politiques qui veulent tous être les premiers et... Un combat, c'est-à-dire les programmes électoraux, programmes de discours, mais aussi d'aller chercher l'électorat, d'aller chercher les gens qui ne votent pas. Il faut aller chercher les gens qui ne votent pas, parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est d'avoir ces indépendants, ces gens qui ne votent pas. Mais la question c'est pourquoi je vais voter moi citoyen? Pour changer. Carrément. Pour le changement, on vote pour le changement et donc je pense que ces élections seront une opportunité pour signaler ou bien pour montrer une rupture avec le passé. Mais vous l'avez dit, des politiques publiques qui ont donné un contexte de crise permanente qu'on vit aujourd'hui. Et donc, vous l'avez dit, Hamza Anaou, tout à l'heure, vous avez dit les élus, on les rencontre que 2-3 mois avant les élections sur leur mandat de 5 ans. Donc la réponse c'est pourquoi je vais voter moi citoyen. Bon, moi je pense aujourd'hui que le changement doit être porté par le citoyen. D'abord, si on vote pour des personnes responsables, si on fait une analyse des élus qui se présentent ou bien
des listes électorales, une analyse des compétences, une analyse basée sur le choix de personnes sérieuses et non pas un choix basé sur la corruption ou bien sur l'argent. Et c'est des choses qu'on s'apprête à voir pendant les élections. Et donc il faut une rupture avec ces actes pour qu'on puisse changer. Parce que nous sommes une génération de changement. Et donc on veut changer ce Maroc, on veut évoluer, on veut développer, mais on a besoin aussi de gens qui au volant, qui ont aussi cette conscience. Mohamed Djouib, un dernier mot pour terminer ce sujet. Peut-être, j'insiste beaucoup sur le fait de donner aussi à ces non-affiliés quand même une véritable représentation. Je pense que parce que quand même, ce sont des élus qui ont quand même mené des campagnes, qui ont pu convaincre. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'à la fin du processus. Et s'il y a un vœu à formuler, ce serait celui-là. Peut-être que revoir ce règlement de la Chambre des conseillers pour donner plus de place, ou en tout cas rétablir, ne serait-ce qu'une injustice. Je pense que là, on leur vaudra bien. Merci. On termine donc ce sujet. Tout de suite, le commentaire avant de terminer. Alors, nos décodeurs, Mohamed Djouib, expert en médias, président du think tank Digital Act, Hamza Hanao, docteur en sciences de gestion. Alors, ça sonne comme un avertissement. Le ministre de la Santé appelle les citoyens à plus de vigilance. Le cas échéant, je cite, « Nous serions obligés de procéder au renforcement des restrictions, ce qui aurait un impact négatif sur plusieurs secteurs. » Fin de citation. C'était donc la déclaration du ministre de la Santé expliquant, en parlant de la hausse des contaminations, qu'il explique par le relâchement des mesures de restriction par les citoyens et puis l'apparition du variant Delta. Mohamed Djouib, un commentaire. Je pense que c'est très facile et on revient toujours un petit peu on en parlait tellement sur ce plateau, sur un petit peu la communication par rapport à cette crise sanitaire. Il y a eu des hauts et des bas, je rappelle. Il y a eu des choses excellentes qui ont été faites, d'autres moins, mais c'est normal. Maintenant, on est dans un contexte particulier. Vous ouvrez un petit peu les frontières, vous donnez accès quand même à des Marocains du monde de venir de manière la plus, je dirais, ouverte possible, avec tout ce que cela comporte comme risque. Oui. Et tout le monde est conscient de ces risques. Maintenant, c'est très facile de responsabiliser le citoyen, de dire que c'est toujours le citoyen qui est responsable. Je pense qu'en termes de communication, c'est très facile de dire vous ne respectez pas. Comment voulez-vous qu'un citoyen respecte à la lettre quand il... Un exemple très anodin. Vous avez envie de prendre un café dans une terrasse. Je pense que là, en venant chez vous, il n'y a aucun café qui respecte les conditions sanitaires. Et les autorités sont de plus en plus fermes en revanche. Il y a eu des fermetures, notamment oui, des fermetures, Rabat, parce que oui, voilà. Donc il faut commencer peut-être par là, peut-être, ne serait-ce qu'en termes d'espace public, qu'on puisse s'assurer qu'on a une place. Maintenant, venir dire aux citoyens, c'est à vous, je pense que c'est en termes de... ce que je remarque aussi, comment se fait-il avec cette ouverture du territoire que ça ne soit pas accompagné par vraiment une campagne d'envergure. Vraiment une campagne de communication d'envergure, mais là vraiment d'envergure. Je comprends pas, parce que quand même, on constate tous que là, il y a du monde aujourd'hui. Il y a un trafic énorme. Vous prenez le train, les cafés, les restaurants, les plages. Donc il y a vraiment une vraie pression sur les pouvoirs publics, sur le citoyen. Comment tout ça gérer s'il n'y a pas un cap, s'il n'y a pas une campagne de communication, on peut au moins rassurer. Le ministère de la Santé devrait, à mon sens, plus rassurer. Bien sûr, il faut alerter, mais il faut rassurer qu'on a les conditions et comment, en cas de pic, comment on peut gérer. Tout ça, le citoyen doit le savoir. Mais là, de dire ce discours-là qui m'attraque en disant vous êtes relâché, écoutez, franchement, comment voulez-vous que ce citoyen ne se relâche pas quand il voit que tout le monde le fait et qu'à la limite, à un moment donné, tout le monde dit allez, go, tout le monde, on va y aller là. C'est l'été. Hamza, un commentaire. Moi, je pense que ce relâchement, ou bien ce laxisme de la part des citoyens
qui a été expliqué par le communiqué du ministère de la Santé, il y a aussi un relâchement de la part des autorités, parce que moi chaque matin je prends le train pour venir à Casablanca et donc je vois qu'il n'y a pas de respect de gestes barrières, il y a pas des normes comme on les voyait avant, mais donc je pense qu'il y a aussi un relâchement de la part de compagnies de transport public aujourd'hui. Je pense que ces compagnies doivent prendre leurs précautions et doivent être responsabilisées carrément de ce relâchement. Mais il y a aussi... Vous parlez de transport public, mais comme a cité Mohamed Bouyeb, la liste est longue. La liste est longue, oui. Mais je pense aujourd'hui que ce relâchement aussi peut être bénéfique pour l'économie. D'accord. Parce que on doit encourager le tourisme. On est en été, il y a des hôtels qui ferment. On peut le faire tout en étant responsable, peut-être avec nos bavettes, nos masques, la tout en étant responsable. C'est là où il y a l'importance de cette campagne de sensibilisation qui doit être portée par le gouvernement carrément. Parce qu'il faut que le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs dans les secteurs de tourisme, d'économie et aussi l'enseignement et d'autres secteurs, ils doivent avoir des politiques sectorielles de respect et de gestes barrières. Si je prends le tourisme, on me raconte qu'il y a des taux d'occupation qui dépassent les 100%. Comment vous... Mais franchement, d'accord, il y a moi je parle d'une responsabilité collective. Ce citoyen qui arrive, qui réserve, on est dans un processus très simple, qui va aller en week-end, il arrive à un hôtel, il le trouve bondé, et là il continue, c'est-à-dire il reste, donc du coup on court un risque. Donc franchement, la responsabilité elle est vraiment partagée, je rejoins les pouvoirs publics, mais maintenant en termes de communication, on va avoir l'humilité de dire que c'est une responsabilité collective et mettre les moyens, franchement, dans la sensibilisation, et bien expliquer les choses, parce que ce discours on va l'avoir pendant des semaines. Et je ne pense pas qu'on va arriver à des restrictions pendant l'été, parce qu'on sait l'impact sur parce qu'il y a eu l'ouverture des frontières et des MRE. Exactement, donc du coup, il y a un risque, il y a des risques, donc c'est au pouvoir public de gérer ce risque, parce que c'est une décision politique. Donc derrière, quand il y a ce genre de décisions politiques qui sont pas faciles à prendre, donc je pense que il faut pas, je souhaite pas être à leur place, ceux qui se prennent ces décisions-là. Il y a un enjeu économique qui est très important, il y a des disponibilités, mais après bon. On espère en tout cas que les indicateurs ne sont pas exactement et que les choses puissent va pas payer cher cette saison estivale. Mohamed Bouyeb, expert en médias, président du think tank Digital Act. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Hamza Anaou, docteur en sciences de gestion, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci également à Youssef Koutni à la réalisation et bien sûr merci à vous d'être à l'écoute d'Atlantique Radio. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.